Président, professeur Mpoate Ndaoumé. Secrétaire, professeur Kayembe Kataï. Promoteur, professeur Touaremba Onfle. Copromoteur, professeur Kabanda Matanda. Membre effectif, professeur Ngila Moke, qui était suppléant. Attendu que le quorum exigé est atteint et que les jurys peuvent valablement siéger, invitons le président des séances, Madame la secrétaire générale à la recherche, à autoriser la soutenance de la thèse du chef des travaux Madilou Lushimba Maloubé. Fait à Kinshasa le 15 septembre 2023, les doyens Anselme Meya Gemba, professeur ordinaire. Autorisation de la soutenance de la thèse de doctorat de Monsieur le chef de travaux Madilou Lushimba Maloubé. Nous, professeur Marie-Claire Mbodalechou, secrétaire général à la recherche, agissant au nom du recteur de l'Université de Kinshasa, attendu que le candidat a observé toutes les prescriptions légales et réglementaires et qu'il a rempli toutes les conditions requises pour présenter sa thèse en vue de l'obtention du grade de docteur en relations internationales, attendu que le jury nommé par la décision rectorale numéro 013 R/2023 du 27 janvier 2023 pour procéder à l'examen de la thèse présentée par Monsieur le chef de travaux Madilou Lushimba Maloubé a déclaré celle-ci recevable en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés par l'arrêté ministériel numéro 425/MINISU/CAN/MIN/RN 2023 du 4 septembre 2023 portant nomination du secrétaire général chargé de la recherche à l'Université de Kinshasa, spécialement à son article 1er et en exécution des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance loi numéro 081-142 du 3 octobre 1981 portant création de l'Université de Kinshasa, autorisant la soutenance publique de la thèse de doctorat en relations internationales de Monsieur le chef de travaux Madilou Lushimba Maloubé et passons la parole au président du jury. Fait à Kinshasa le 15 septembre 2023 pour le recteur de l'Université de Kinshasa, la secrétaire générale à la recherche, Marie-Claire Mbodalechou, professeur ordinaire. Toute tentative de coopération serait d'emblée vouée à l'échec, faute de garanties politiques mondiales qui maintiendraient sa crédibilité. Il n'est alors pas possible de fixer une limite à l'appétit de puissance d'un État pour qui la seule manière d'assurer sa survie réside dans la puissance, dans l'approximation de propres puissances au détriment de celle des autres. Les recours à l'extérieur, Monsieur le Président du jury et les membres du jury, ou au niveau interne, est souvent la conséquence de l'échec du niveau interne lorsqu'il atteste l'insuffisance des ressources propres et l'épargne nationale. C'est dans ces conditions que l'on recourt aux capitaux étrangers sous forme d'emprunt, en termes de dons, de l'aide publique au développement, en finance, en matériel ou en assistance technique. C'est sous la théorie de croissance transmise qui voudrait que les États ayant des économies fortes, élevées, viennent en aide ceux qui ont des économies faibles. Et cela passe par l'investissement, l'aide au développement, l'accord. Et c'est dans ces contextes que nous avons pris ces cadres nécessairement par rapport
à cette manière où les États développés passent par les États sous-développés pour leur aider que nous allons choisir l'aspect investissement comme un moyen par lequel les pays développés viennent en aide aux pays en voie de développement. Partant de cette théorie qui confère à la coopération internationale et particulièrement aux investisseurs directs étrangers une alternative efficace au développement endogène, notre attention s'emploie sur le cas de la République démocratique du Congo, qui non seulement présente des limites dans la stratégie interne de développement, mais est en relation avec d'autres nations en termes de coopération et des investissements directs étrangers depuis plusieurs années. Et nous avons pris le cas, comme c'est un cas des investissements, nous avons pris le cas d'une société étrangère appelée Teke Fungurume. Oui, page. Monsieur le président du jury, messieurs les membres du jury, si nous avons choisi ce sujet, c'est parce que nous avons constaté qu'il y a des problèmes. Et ces problèmes méritent des solutions. Raison pour laquelle, partant de cette réalité, quelques interrogations nous traversent l'esprit et dont les questionnements de l'économie se présentent comme suit. Première question, est-ce que les investissements étrangers peuvent être considérés comme levier de consolidation du développement endogène et de puissance économique d'un État en voie de développement, à l'instar de la République démocratique du Congo? Quelles sont les caractéristiques fondamentales qui expliquent la capacité d'un État à attirer des investissements directs étrangers et à accumuler des capitaux? Que peut faire l'État congolais pour permettre aux capitaux extérieurs de booster le développement endogène entrepris sur le plan interne afin d'assurer sa puissance économique? Monsieur le président du jury, messieurs les membres du jury, d'emblée, nous osons croire que les investissements directs étrangers constitueraient une alternative au développement endogène de la RDC si cette dernière présenterait des atouts en termes de préalables pour faciliter l'action des investissements. Il s'agirait de préalables de plusieurs natures, dont les infrastructures routières qui faciliteraient les déplacements et l'acheminement des matériels de travail et pour tout besoin de communication. En d'autres termes, il convient d'ajouter les facteurs humains très importants parce qu'on ne peut pas se développer si vous n'avez pas de capital humain capable de projeter, capable d'analyser, capable de décider. Et on ne peut pas aussi se développer si vous n'avez pas une production au niveau interne. Vous ne pouvez pas vous développer si vous n'avez pas des industries industrialisantes. Vous ne pouvez pas vous développer si vous n'avez pas ce que nous appelons le commerce international entre les États. Vous ne pouvez pas vous développer. Toutefois, partant de cette réalité, cette alternative ne serait pas vérifiable positivement dans la mesure où l'état de lieu et ce préalable en République démocratique du Congo fait preuve de précarité. Au contraire, tout se jouerait partant des gens d'organisation du pays d'accueil dans la manière de gérer les atouts dont les investisseurs directs étrangers amèneraient au pays. Sans l'organisation, même si les investisseurs directs étrangers venaient, sans une politique publique fiable, même s'ils vous donnez des milliards, même s'ils construisaient tout ce que vous pouvez faire, quand vous n'avez pas de l'organisation au niveau interne, ce que nous appelons organisation endogène, vous ne ferez rien. La RDC ferait de tout développement son propre développement. Et ce qui fait que ça doit être une affaire interne, sans tenir compte des investissements ou des dons. Et ces dons, ces investissements directs étrangers viendraient en appui lorsqu'au niveau interne, il y a des matelas, il y a de l'organisation, il y a des projets publics réalisés par les gouvernements. Et c'est dans cette manière
que la République démocratique du Congo peut booster, peut compter sur son propre développement, ce que nous appelons le développement endogène, qui boosterait l'économie comme élément de puissance. Monsieur le Président du jury, messieurs les membres du jury, pour arriver à ce travail, nous avons utilisé une méthodologie. Et cette méthode, que nous appelons la méthode dialectique et la méthode stratégique. Deux méthodes. La méthode dialectique, c'est les besoins qu'ils puissent aller. Deuxième loi, nous allons ce que nous appelons la loi de négation-délégation. Les investisseurs, comme aussi acteurs, parce qu'ils sont représentés par leur propre pays d'origine. Et nous avons utilisé la méthode stratégique que nous appelons une méthode où, à travers les agents de ANAPI, j'ai eu à écouter chacun d'eux pour rassembler et avoir une idée normale pour arriver à dire oui, Toalimba dit ceci, oui, Kabanga dit ceci, oui, Prof. Tikexka dit ceci, oui, tel a dit ceci, de l'FPI, de l'ANAPI. Et ça m'a donné l'idée générale. Et tout travail scientifique nous amène à un résultat. Quel est le résultat que nous avons trouvé par rapport à cette étude? Au regard de ce que nous venons d'analyser, que ce soit pour les nationaux, les étrangers ou les investisseurs, mais dans les cas précis, nous avons fait les investissements de tels que Fungurume. On a compris que les investissements directs étrangers n'ont pas joué un rôle attendu par la République démocratique du Congo. Raison pour laquelle vous allez voir, la République démocratique du Congo est un pays où il y a beaucoup de chômeurs qui se recherchent encore. Pour un investisseur, un État qui a plus de chômeurs, cet investisseur-là ne peut pas venir parce qu'il ne va pas faire couler ses marchandises. Et vous allez aussi constater que les investisseurs n'ont pas joué un grand rôle ou les rôles auxquels on attendait parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas des hommes capables de transformer ce que les investisseurs ont amené. Par ailleurs, comme il y a tous ces problèmes-là qui n'ont pas payé, les investisseurs étrangers jouent un rôle de levier, nous avons dit, nous avons proposé à ce que la République démocratique du Congo doit tenir compte de ses propres réalités. C'est-à-dire quoi? Avoir des entreprises locales plutôt. Avoir ce que nous appelons la création des entreprises. Avoir ce que nous appelons la création des banques, des crédits disséminés partout. C'est que trouver des solutions à ce qui empêche aux investisseurs de venir jouer les rôles escomptés. La désorganisation ne permettra pas aux investisseurs de venir dans notre pays. A l'intention de publier son travail, il faudra bien traiter cette question. Donc, on n'a pas vu, au niveau de l'analyse, on n'a pas vu ce développement qui est important, parce que c'est lui qui conditionne en quelque sorte le profit. Il ne vient pas pour développer la RDC. Il faudra que la RDC ait une stratégie pour pouvoir justement orienter en quelque sorte ces investissements vers des objectifs qui créent des processus de l'économie indigène. Or, quand vous regardez même aujourd'hui, que ce soit les infrastructures, que ce soit les industries qui naissent, que ce soit les autres activités, les autres variables du développement, cette variable ne crée pas la dynamique interne.
Parce que ce que nous voulons chercher juste dans le processus du développement endogène, c'est de créer une dynamique interne. Puisque quand vous regardez le fonctionnement de la RDC, elle répond à une dynamique externe. Les cours de pétrole, on regarde les cours de diamants, les cours de coltan, les cours de cuivre, c'est le marché international qui commande. Il faut maintenant arriver à transformer ces structures. Donc cette question-là, il faudra l'examiner. Le travail est intéressant, mais il faudra vraiment bien examiner cette question. Puisque à partir du moment où vous visez à créer une économie interne, vous voulez une économie endogène, il faut que toutes les variables qui concourent au développement puissent suivre une certaine logique. Lorsque la colonisation est venue, il y avait une logique au niveau de la colonisation. C'était pour exploiter. C'était simplement pour prendre les matières premières et puis s'en aller. Mais quand vous regardez ce qui se passe au niveau de l'industrie minière, vous avez cité les cas de quelques Fongourumé. Vous vous rappelez, je vous ai passé également une thèse d'un CT de Lubumbashi qui a parlé pratiquement dans le même thème, mais lui a considéré uniquement le secteur minier à Lubumbashi, des investissements extérieurs étrangers à Lubumbashi. On est arrivé à la même conclusion que cet investissement, en fait, ne crée pas un processus du développement interne. Ce n'est pas logique. C'est là où l'État doit intervenir. Tous les pays émergents dont nous parlons aujourd'hui, surtout les dragons asiatiques, ils ont commencé justement par mettre une stratégie en place pour obliger en quelque sorte des investissements extérieurs de s'intégrer dans la stratégie du développement interne. Si cette stratégie n'existe pas, les ces investissements vont toujours fonctionner comme par le passé. Et nous voyons tous ces secteurs miniers que nous avons, les investissements que nous avons dans le secteur minier, allez voir les conditions de vie de la population. Ça n'a pas changé. On sait que les gens sont de plus en plus pauvres. Alors que cette industrie, la présence de ces investissements aurait pu contribuer au développement de la population. Ce n'est pas le cas, parce que ce n'est pas leur objectif, ce n'est pas leur philosophie. Donc cet élément-là, il faudra le voir. C'est un travail intéressant, c'est une bonne réflexion, mais il faut bien voir ça pour savoir est-ce que les investissements tels qu'ils se font, est-ce qu'ils répondent, est-ce qu'ils créent des conditions de développement interne? Sinon, pourquoi? Comment alors arriver à ça? Ça, c'est très important. Et toute stratégie doit répondre justement à cette question. Monsieur le Président, j'ai une toute petite question que je vais demander au doctorant. Nous avons beaucoup parlé de ce travail pendant la défense. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'éléments qu'il a pris en compte. Et je me souviens également, dans mon intervention, j'avais également soulevé cette question-là. Alors, quelles sont d'après vous les conditions pour que les IDE deviennent réellement un outil pour l'émergence d'un développement endogène? Deuxième question. L'État doit-il tout attendre des investissements extérieurs? Alors, la dernière question, c'est à la page 298. Vous écrivez ici, dans le premier chapitre, que dans ce chapitre, nous allons proposer
comment la République démocratique du Congo peut devenir un pays émergent. Donc ça c'est à partir de votre avis. Troisième partie, pour vous proposer une solution. Alors je me pose la question. Pour vous, devenir un pays émergent, est-ce que c'est égal au développement endogène? Monsieur le Président, j'ai terminé. Merci beaucoup, professeur. Donc, le Bertrand a saisi vos 3 questions. Le reste très clairement posé. Nous passons la parole justement au chef des travaux pour réagir à vos questions. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président du jury, pour la parole que vous m'accordez. Je remercie également le professeur Tiker pour ses remarques qui sont pertinentes. Et comme lui-même l'a si bien indiqué, que si on peut publier cette thèse, on peut tenir compte de toutes ces remarques dont il vient d'évoquer. Pour ça, je vous dis vraiment merci, monsieur le professeur Tiker. Nous en tiendrons compte et on ne manquera pas toujours à vous contacter parce que vous êtes toujours notre maître. Le professeur Tiker a posé 3 questions. J'en ai une après l'autre. La première, il veut savoir quelles sont les conditions pour que les investissements directs étrangers deviennent un outil de développement endogène ou bien en République démocratique du Congo. Et ça ramène ou ça répond à la première question que nous sommes posées. Les conditions sont d'abord ce que nous appelons, parce que vous l'avez évoqué avant que je puisse donner cette réponse, vous avez évoqué qu'à l'époque, au niveau international, il y avait des tensions. C'est que le pays investisseur cherchait à faire déplacer leurs capitaux vers les pays où il y avait la paix pour sécuriser leurs capitaux. Et c'est le cas de la République démocratique du Congo. Et cette étape, ou bien cette époque-là, en RDC en particulier, et en Afrique en général, il n'y avait pas de tensions comme en Europe. Donc, les conditions nécessaires pour que les investisseurs deviennent un outil de développement endogène, la première, c'est ce que nous appelons un bon climat des affaires. Lorsque vous avez un État où toutes les conditions nécessaires sont réunies, les investisseurs viennent investir en masse. Et vous allez comprendre qu'à l'époque où les investisseurs étrangers venaient pour fuir la tension en Europe, l'économie congolaise, monsieur le professeur, n'était pas celle d'aujourd'hui. Et l'État congolais était compté parmi les États qui avaient l'économie stable. Et vous allez comprendre aussi qu'il y avait même les étrangers qui venaient étudier en République démocratique du Congo parce qu'il y avait ce que nous appelons les conditions préalables pour que les investisseurs là viennent. Ce que nous avons parlé, que oui, il y avait des industries à l'époque. Aujourd'hui, vous pouvez sillonner, vous n'allez pas citer 2-3 provinces où on peut trouver des industries. Il y avait la qualité sur le plan humain. Il y avait une formation. Il y avait des infrastructures de base. Le courant était permanent et l'eau. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Vous voulez lire, vous voulez corriger un travail de l'étudiant, le courant part. Vous êtes obligé soit d'aller prendre la bougie pour lire le travail de l'étudiant. Et ça décourage même le professeur à faire un bon travail. Si au niveau interne,
les conditions ne sont pas réunies, comment alors les investisseurs directs étrangers deviendraient un outil de développement? Mais si les conditions ou les matériaux, c'est que les professeurs me parlent des fois, ou ce que nous appelons les climats des affaires, les préalables, les fondamentaux sont respectés au pays, monsieur le professeur, je pense que les investisseurs deviendraient un outil de développement pour les pays. Pas seul, mais ensemble avec ce qu'il va trouver au niveau interne, le dynamisme là, fera ce que les investisseurs des étrangers deviennent un outil de développement en République démocratique du Congo. Deuxième préoccupation, vous avez dit, est-ce que l'État congolais doit attendre seulement des investisseurs extérieurs pour se développer? Monsieur le professeur Tigeti, ça, je reviens encore à la problématique. Ça, c'est la troisième question qui nous sont posées dans la problématique. La RDC ne doit pas attendre tout de l'extérieur. L'extérieur est sous forme d'une complémentarité. Donc, c'est à vous de prendre les choses au sérieux à main et que celui qui vient vous accompagner. Mais si celui qui vient pour faire la loi, c'est que l'État est faible. L'État congolais va devenir une puissance, comme nous sommes en économie internationale, va devenir une puissance économique globale. Elle doit être puissante dans tous les secteurs. Et les investisseurs, même quand ils viennent, ils vont négocier avec ces investisseurs, l'État congolais en position de force. Donc, je vais vous dire en bref, monsieur le professeur, que l'État congolais ne doit pas attendre tout de l'extérieur. Et il doit tenir compte de ses atouts qu'il va valoriser afin que ces atouts deviennent une richesse. Et l'extérieur viendrait en termes de complémentarité. Vous avez parlé ici, est-ce que devenir un pays émergent est égal à développement endogène? Non, il y a les comptes. Ce n'est pas la même chose, monsieur professeur. Développement endogène et pays émergent, ce n'est pas la même chose. Quand nous parlons de développement endogène, c'est que nous tenons compte des réalités internes. C'est qu'on se base sur l'homme. Pourquoi l'homme? C'est l'homme qui oriente l'action, c'est l'homme qui décide l'action, c'est l'homme qui transforme son environnement pour aller vers l'émergence. Mais si les conditions de développement ne sont pas réunies, comment on peut parler que le développement endogène est égal à développement pays émergent? Non! Il y a des choses. Les pays émergents, en d'autres termes, a déjà quitté cette étape de développement endogène. Il est vers le développement. Parce qu'il y a certaines conditions, certains critères que les pays émergents remplissent. Comme là, je cite le professeur Mpoité dans son ouvrage intitulé « Un pays immensement riche, mais sa population est pauvre ». Il a parlé des conditions, des critères des pays émergents. En d'autres termes, monsieur le professeur Ticket, le développement endogène tient compte de la réalité interne et qu'il faut transformer, qu'ils doivent être industrialisés. Et là, ce n'est pas tous les secteurs que vous allez industrialiser. Si ça demande l'industrialisation, là, il faut passer par l'industrialisation. Si ça ne demande pas l'industrialisation, là, il ne faut pas passer par l'industrialisation. Et c'est là ce qui va pousser à l'État d'avoir une économie capable de faire entendre sa voix. De faire entendre sa voix. Sinon, monsieur le professeur, ça ne sera rien de dire que non, il y a émergence égale à développement endogène. Merci beaucoup. Je ne sais pas si le conseil... Qui attire les maris, je m'excuse aux mamans qui sont ici. Et si les femmes attirent les maris, mais
La femme de 70 ans ne va pas attirer avec le même moyen comme celle de 25 ans. C'est ça la différence. Et moi, je considère que le Congo est comme une femme de 70 ans qui veut démarrer. Mais il va trouver le mari. Mais quel type de mari? Ça sera comme l'homme Bonaparte et Mario. Mais la fille de 25 ans, 30 ans, comme les États-Unis, trouvera un bon mari de 35-40 ans. Vous savez, c'est très important. Elle travaille et ayant fait plus de temps avec le doctorant, Monsieur le Président, je n'ai pas de questions. Merci. Merci beaucoup, professeur, d'avoir été concis. Nous passons la parole au professeur Kayembe pour son intervention. Merci, Monsieur le Président, pour le micro. Je voudrais, par cette prise de parole, constater avec émerveillement aujourd'hui, nous avons un texte qui a subi un beau toilettage. Il y a eu beaucoup de coquilles qui ont été élaguées, mais parce qu'elles sont des coquilles, il y en a qui sont restées têtues. Elles sont restées là. Et l'une des coquilles, c'est l'absence de mots-clés à la fin du résumé. Si vous prenez votre thèse dès les premières pages, quand vous dites résumé en français et en anglais, il n'y a pas de mots-clés. C'est pour dire que les coquilles ont été élaguées, mais il y en a qui sont restées. Et mon deuxième moment d'émerveillement, c'est que c'est un travail conduit par un de nos maîtres. Parce que je me souviens, quand nous venions à l'université en 93, quand on vous fait entendre le pauvre Garemba, celui-là c'est un dieu même. Quand il passe dans les couloirs, nous tous là, chétifs, petits, courts, nous n'avions qu'une seule option à observer, disparaître. Et aujourd'hui, si je me mets à ses côtés dans un jury comme celui-ci, je voudrais tout simplement dire que non, j'ai déposé le micro parce que le maître est là. Alors, pour ne pas donner l'impression que nous sommes venus accompagner Madilou en Janelo, je vais devoir discuter avec lui avec une seule question. En fait, la question que je vois ici centrale, c'est le développement. Qu'il soit endogène, qu'il soit exogène ou anxiogène, mais c'est le développement. C'est une question qui a hanté les esprits, comme je l'ai dit à la presse maintenant. Tous les grands politiciens qui sont venus réclamer l'indépendance, c'est pour pouvoir se développer. Alors, nous nous rendons compte de 1960 à 2023, la question du développement continue à se poser. Donc, c'est une question de brûlante actualité qui n'a pas l'impression de trouver la solution dans cette salle. Alors, raison pour laquelle vous revenez de la page 157 à la page 180, vous relevez des facteurs qui ne peuvent pas nous amener vers le développement. Parce que quand vous citez l'instabilité politique, vous citez la corruption, vous citez l'inexistence d'infrastructures, l'absence de l'énergie électrique. En fait, ce sont des facteurs qui sont vivaces. Alors moi, je ne vois pas pourquoi on doit parler de développement par les investisseurs étrangers. L'époque Ticket a eu à le souligner lorsqu'il dit on n'a pas un plan stratégique. Il n'y en a pas. Alors, si on n'a pas un plan stratégique, comment le chef de travaux a pensé que la solution, ce sont ceux qui vont venir de l'étranger avec leur capital? Et pour peut-être, avant de revenir sur ma question, toujours dans ma petite enfance à l'université, l'époque Ticket était aussi l'un de ceux qui nous faisait trembler. Et à un moment donné, quand vous êtes pendant la session, on dit que non, c'est l'examen du code Ticket. Nous, nous étions en sciences sociales. Ce qui est en économie, c'est les noms qui faisaient marcher les gens dans les couloirs. Donc, je suis un peu mal placé pour dire que ce que je vais dire me dépasse.
voici mon unique question. Si dans vos résultats, vous êtes parvenu à constater que le développement ne peut être possible que lorsque l'interne a suffisamment reçu un coup de brosse et que le plan stratégique est déjà mis en place, à ce moment-là, on peut parler de développement endogène. Alors, voici ma question. Pourquoi n'avez-vous pas configuré votre institution de cette manière ici? Les investissements directs étrangers, levier de consolidation de développement endogène et de puissance économique en RDC, ça signifie que, avec votre intitulé, vous enlevez comme, à la place de comme vous mettez la virgule, mais à la fin du point là, vous mettez point d'interrogation. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous retrouver devant une situation d'insatisfaction. Vous voulez questionner, est-ce qu'à l'état actuel, les capitaux frais qui peuvent provenir de l'étranger, est-ce que c'est vraiment un levier de développement? Parce qu'ici, dans cette formulation, vous confirmez, vous affirmez que c'est un levier de développement. Mais quand vous comparez votre affirmation et les résultats, il n'y a pas barrière. Alors je pose la question, si vous affirmiez le contraire, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer comme argument? Monsieur le Président, j'ai dit. Merci beaucoup, professeur. Passons la parole. Le citoyen, pour toutes ces préoccupations et surtout pour la question qu'il vient de me poser. Vous savez, monsieur le professeur, dans ce pays, si nous n'avons pas proposé les plans avant de répondre à votre question, c'est parce qu'il y a eu déjà plusieurs plans de développement. Compris, il y avait les plans Mobutu. Et ces plans traçaient l'évolution du développement. Mais comme les autorités du pays sont têtues, ils ne veulent pas appliquer ces plans. Nous venons pour insister sur les mêmes stratégies, les mêmes plans, les jours où ces autorités entendront notre proposition, notre souhait. On ne parlera plus du sous-développement. Imaginez-vous, monsieur le professeur, qu'à l'époque où, dans le plan Mobutu, il y avait le plan d'élevage. Vous pouvez aller, vous allez trouver une ferme où il y a des gens qui élèvent. Vous allez trouver l'agriculture où il y a des hectares où on produit. Vous allez trouver des routes. Vous allez trouver des industries. Vous avez trouvé partout, toutes les conditions étaient réduites. Le plan décennal de Mobutu. Mais pourquoi ces plans-là ne continuent pas jusqu'aujourd'hui? Ils ont mis de côté parce que des fois les autorités ne lisent pas ce que vous écrivez et ce que nous écrivons. Ils mettent de côté. Oui. C'est pourquoi nous continuerons toujours à proposer les plans. Ce que nous proposons, c'est quoi, monsieur le professeur Kayembe, pour que demain, le développement soit réellement un développement endogène et effectif dans ces pays. Nous avons pensé qu'on ne peut pas se développer si au niveau interne nous produisons. Je ne sais pas. Dis-moi, à part la politique au Congo qui fait l'argent, vous avez déjà vu un gouverneur, un député qui a des hectares de maïs, ni des hectares d'haricots ou d'arachide. Un seul député qui est un gouverneur qui dit, moi, dans ma province, j'ai un plan de développement, par exemple, et donc, ce mandat, je vais seulement m'attirer sur l'agriculture. Personne. Vous pouvez faire le tour de ces 26 provinces. Vous allez voir que le pays, ça peut être un ou deux gouverneurs qui peuvent avoir même 2 ou 3 hectares de maïs. Ils négligent l'agriculture. Mais comment vous allez vous développer lorsque cet aspect-là est négligé? Vous allez voir, si nous insistons sur le plan de développement, c'est que nous avons proposé l'industrialisation. Il y a ce que nous appelons
avec le professeur Douaremba dans les cours d'économie de développement en Niger, en développement économique en G3, l'industrie industrialisante. C'est que l'État, comme le professeur Tiker a dit, doit être l'auteur lui-même du développement, de son développement. Mais quand vous n'avez pas des industries qui n'arrivent même pas à transformer, même les maïs qu'on peut même produire, et tout, il faut aller vers l'extérieur pour même transformer. Et là, c'est lui qui a les moyens qui vous impose. Donc, nous avons proposé plusieurs stratégies, mais que l'État doit appliquer: les commerces internationaux, la volonté politique, l'entrepreneuriat, la bonne gouvernance, la volonté. Parce que, oui, vous pouvez avoir l'argent de ces professeurs, mais si vous n'avez pas la volonté, le vouloir de faire quelque chose, vous ne pouvez pas vous